Regrouper en classant les causes d'œil rouge et douloureux. Les causes d'œil rouge et douloureux. Alors, vous voyez, il faut toujours classer. N'oubliez pas, à l'ENC, il faut classer. Je vous en parlerai jeudi. Jeudi, on va faire une petite conf de méthodo. Vous allez voir, c'est très important, il faut toujours classer. Vous allez voir, je vous parle des 3 mamelles de l'ENC. C'est hiérarchiser, classer et présenter. C'est-à-dire, hiérarchiser, il faut toujours mettre le plus important en premier, le plus fréquent en premier. Le reste, on s'en fout. D'accord ? Deuxièmement, classer, il faut toujours qu'on ait l'impression qu'il y a un classement dans vos ordres d'idées, que vous ne partez pas fouiller n'importe comment en live, qu'il y a vraiment un raisonnement, une classification dans votre tête qui vous permet de vous retrouver, d'être systématique, d'être ordonné, de dire celui-là, ce sera un bon interne. Et troisièmement, la présentation, parce que celui qui vous corrige est certes un peu UPH, mais il n'en reste pas moins humain. Donc il faut essayer de faire la meilleure présentation possible pour se donner le maximum de chances, se mettre le correcteur dans la poche, aider le correcteur et le correcteur vous aidera. Voilà, donc on verra ça jeudi, vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, alors, donc regrouper, je veux classer. Alors, dites-moi pour les yeux rouges et douloureux. Voilà, vas-y toi. Pardon? Ah oui, micro, vite, vite, vite. En fait, on préfère insister dans un système de micro comme ça en l'air. Alors moi, Okay. j'ai juste classé avec ou sans, bah ouais, pareil, avec ou sans baisse d'acuité visuelle. C'est tout ce que j'ai. Eh bien, très bien, mais vas-y, dis-moi ce que tu as lu, ce que tu as dit. Alors, donc sans baisse d'acuité visuelle, j'ai mis sclérite, épisclérite et conjonctivite. Et avec baisse d'acuité visuelle, kératite aiguë, glaucome aigu par fermeture de langue, uvéite antérieure et trauma oculaire. C'est formidable. C'est formidable, il n'y a rien à rajouter, c'est parfait. Merci. Eh ben, vous l'avez devant les yeux. Je ne ferai pas une meilleure correction que ce qu'elle vient de dire. Donc sans baisse d'acuité visuelle, conjonctivite, sclérite, épisclérite, et avec baisse d'acuité visuelle, c'est uvéite, kératite et glaucome aigu et traumatisme oculaire, qui est toujours un peu à part parce que les traumatismes oculaires, en fonction de leur gravité, peuvent entraîner un œil rouge douloureux, peuvent sans baisse d'acuité visuelle aussi, et avec baisse d'acuité visuelle en fonction de la gravité du traumatisme, bien entendu. Conjonctivite ne fait pas mal à l'internat, mais si vous en avez une, vous verrez, vous pourrez douiller, quoi. Hémorragie sous-ventriculaire n'est pas douloureux. Bah non, œil rouge est douloureux. Ah. Endophthalmie, c'est vrai, on peut le mettre, mais là on rentre dans des trucs un peu plus complexes. Mais on aurait pu le mettre, ça n'aurait pas fait perdre de points. Deuxièmement, énoncez les éléments de l'interrogatoire plus importants que vous m'enlevez devant un œil rouge et ou douloureux. Alors, je vais le dire, parce que... Donc, antécédent ophtalmo, on demande en premier, hein, je vous ai dit comme tout à l'heure, première étape, interrogatoire. Est-ce que vous avez des antécédents ophtalmo? Est-ce que vous avez déjà eu des uvéites? Est-ce que vous avez déjà eu de l'herpès dans l'œil? Est-ce que vous avez déjà été opéré? Très très important. Ensuite, histoire de la maladie. Est-ce que vous avez eu une notion de traumatisme récemment? Est-ce que vous avez mode d'apparition, type de douleur? Port de lentilles aussi, ça c'est bien, c'est chic. Et signe de gravité, est-ce que vous avez une baisse d'acuité visuelle associée? En général, quand vous demandez ça, le mec il dit toujours oui de toute façon, mais s'il ne le dit pas de lui-même, en général, c'est qu'il n'y en a pas. Détaillez l'examen ophtalmologique que vous allez entreprendre avec les éléments que vous recherchez dans cette situation pour avancer dans votre diagnostic. Alors, vous voyez, ça c'est vraiment typiquement un examen ophtalmo standard. C'est acuité visuelle, lampe à fente, tonus oculaire et fond d'œil. C'est les 4 étapes, retenez-les, c'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça d'ailleurs que nous rédigeons nos examens sur nos observes. Acuité visuelle de loin, de près avec correction. La baisse d'acuité visuelle est donc un signe de gravité. À la lampe à fente, on va rechercher donc tout l'examen du segment antérieur, la conjonctive, les annexes, la cornée. Est-ce qu'il y a une kératite? Pour ça, on fera un test à la fluorescéine pour rechercher un test fluo+. Et on va rechercher un signe d'uvéite, notamment à la recherche d'un signe de Tyndall. Très important, le signe de Tyndall. Enfin, on va mesurer la tension oculaire, qui pourrait, en cas d'élévation, pourrait évoquer un glaucome aigu par fermeture de l'angle. Et à la fin, fond d'œil, qu'on peut faire si on trouve une uvéite antérieure pour rechercher des signes d'uvéite intermédiaire ou uvéite postérieure, mais ce n'est pas à votre programme, donc vous pouvez oublier. D'accord? Voilà. Question numéro 4.
Ça, on en a parlé. Et je voudrais qu'on le dise tous en chœur, tous ensemble. D'accord? À quoi pensez-vous quand vous voyez un ulcère cornéen dendritique? Vous pensez à un... Non, ça c'est nul. Ça. On coupe. On va faire mieux. À quoi pense-t-on quand on voit un ulcère cornéen dendritique? On pense à un... Très bien. Et quel traitement serait donc formellement contre-indiqué dans ce cas? Très bien. Pourquoi? Quel est le risque? Ah là là, c'est formidable, vous avez vu. Bienvenue dans notre secte. Voilà. Non mais ça va être tous en cœur. Donc c'est formidable. Alors, en général, j'attends toujours la question de quelqu'un qui lève la main à ce moment-là, et genre j'anticipe, mais c'est quelqu'un d'intelligent qui a posé une question très intelligente. Je dis, quel traitement serait donc formellement contre-indiqué dans ce cas? Vous m'avez dit corticoïdes, mais c'est corticoïdes en collyre. En personne a une question intelligente là? Ah. Quoi? En général, ça fait 25 ans que je fais des confs. En général, les gens lèvent la main, et enfin, il y en a un ou une qui en général réussit brillamment après à l'ENC, et qui me dit, mais quid des corticoïdes généraux? Alors, je pense que notre ami peut le faire également. Quid des corticoïdes généraux? Alors, voilà. Allez, vas-y. Quid des corticoïdes généraux? Merci beaucoup. Eh bien, les corticoïdes généraux ne sont pas contre-indiqués. Voilà, merci. Mais bon, c'est bizarre, vous ne posez pas cette question. Bah, écoutez, c'est sans doute parce que vous êtes plus fort. Hein, vous êtes plus fort. Finalement, vous vous orientez vers le diagnostic d'uvéite antérieure. Alors, quels sont les signes ophtalmologiques d'une uvéite antérieure? Eh bien, je compte voilà, sur toi, très bien par exemple. Quels sont les signes d'uvéite antérieure que tu recherches à l'examen? Voilà, vas-y, regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Sans avoir cette tête de dépressive. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Alors, non, dans les yeux. J'ai mis un œil rouge avec un cercle périkératique. J'ai dit qu'on avait des précipités rétrodécémétiques. Ah bah, tu vois, ça vient tout seul. Plus ou moins un hypopion. Ouais. Après, j'ai dit qu'on recherchait une hypertonie oculaire, un œdème cornéen et un effet Tyndall. Un effet Tyndall. Un effet Tyndall. Parce que tu viens du sud et tu dis effet Tyndall. Non. Eh bien, c'est une excellente réponse de... Comment tu t'appelles? Aviva, excellente réponse. Elle a dit quasiment tout ce qu'il fallait. Souvenez-vous, elle a même dit l'effet Tyndall. Alors, les signes fonctionnels, tout départ, c'est très bien. Je ne me moque absolument pas de toi. Hein. Le signe fonctionnel, d'abord, c'est un œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle. D'accord? Donc ça, il fallait le dire, il fallait le répéter. Ça ne mange pas de pain. Maintenant, le signe à l'examen clinique. Eh bien, on a une baisse d'acuité visuelle. D'accord? Et ensuite, à la lampe à fente, moi, j'aurais mis en premier l'effet Tyndall. D'accord? Donc nous, à Paris, on dit effet Tyndall. D'accord? Donc l'effet Tyndall, d'accord? On va voir ce que c'est, quelques instants. Le cercle périkératique, en fait, c'est quoi le cercle périkératique? Ça veut dire que autour de la cornée, on a un anneau tout rouge. C'est un cercle périkératique, péri autour, kératique autour de la cornée. Et pourquoi c'est tout rouge autour de la cornée? Parce que c'est là où on a les corps ciliaires qui sont insérés derrière, et ils sont tout inflammés, et donc on a une rougeur par diffusion. D'accord? Par transparence, on va même dire. Précipité rétrodesmétique, alors là, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est obligé de mon master et de ma thèse, mais vous en foutez grave. Voilà, il faut juste savoir que c'est des taches qui sont à la face postérieure de la cornée, parce qu'à la face postérieure de la cornée, on a ce qu'on appelle la desmette, c'est une membrane, et on a donc des cellules inflammatoires qui sont agrégées contre la face postérieure de la cornée, et qui entraîne des taches qu'on appelle précipités rétrodesmétiques. Voilà, on peut avoir un myosis à cause des synéchies. Les synéchies sont des adhérences de l'iris, qui dit tout inflammatoire, qui peut coller contre le cristallin ou contre la cornée, et qui peut entraîner ce qu'on appelle un myosis. On a l'impression que c'est tout serré, parce que c'est tout collé. Voilà. Et puis, on peut avoir un hypopion. Un hypopion, c'est un niveau blanc, qui est au fond de la cornée, qui est une sédimentation des cellules inflammatoires. Alors, pourquoi on a ça? Je vais vous expliquer. Charlotte, qui aime bien comprendre au lieu d'apprendre, tu peux me regarder, parce que quand même, c'est rare que je le destine à quelqu'un, donc c'est dédié, dédicace. Et bien, voilà, qu'est-ce qui se passe dans une uvéite? Vous allez tout comprendre et vous allez voir que les signes cliniques, finalement, découlent de la physiopathologie. Vous savez que l'œil, vous ne savez peut-être pas, mais l'œil est un organe absolument incroyable. C'est ce qu'on appelle un sanctuaire immunologique. D'accord? Il
il y a un phénomène de privilège immunitaire qui fait que l'œil est complètement à part, en dehors du système sanguin général. Il n'y a pas de communication entre le sang et l'œil. C'est un organe noble, un sanctuaire. Ça vous parle? Donc voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas de communication entre l'œil et grâce à ce qu'on appelle une barrière hémato-oculaire notamment. Il y a une barrière entre le sang et l'œil. Mais dans les uvéites, nous avons une rupture de ce privilège immunitaire pour des raisons et d'autres, je ne détaillerai pas, qui fait qu'on va avoir dans l'œil une arrivée de cellules inflammatoires qui viennent du sang et qui vont rentrer dans l'œil et qui vont envahir l'œil. L'œil sera plein de cellules inflammatoires. Et ça va être rapidement le bordel dans l'œil, une grosse inflammation intraoculaire, et c'est ça une uvéite. Et vous allez voir que tous les signes cliniques dérivent de ces cellules inflammatoires et de ces protéines qui sont arrivées dans l'œil. En effet, on va voir dans la chambre antérieure, flotter dans l'humeur aqueuse, toutes ces cellules inflammatoires et de ces protéines. Et on va pouvoir les visualiser en cherchant l'effet Tyndall. Donc on va rechercher avec la lumière en fente plein de petits, vous allez voir, on va voir des images, plein de petits astéroïdes où vous allez voir, c'est un peu brumeux dans la lumière, et c'est les cellules inflammatoires et les protéines qui sont dans l'œil et qu'on verra et qu'on appelle l'effet Tyndall. Les précipités rétrodesmétiques, vous pouvez vous imaginer, ce sont ces cellules inflammatoires qui s'agrègent contre la cornée, qui précipitent et qui forment des taches. Et enfin l'hypopion, ce sera la sédimentation de toutes ces cellules inflammatoires au fond de la cornée. Alors, vite, notre ami, alors comment tu t'appelles? Quid. Alors, Raphaël. Moi j'ai une question, c'est est-ce que, enfin en ophtalmologie, on fait un autre examen qui est le flair, je crois. Oh là là, trop compliqué. Next. Quid du flair au baquet. Une autre question. Ah non. Ah, merci. À vos souhaits. Attendez, moi quand j'avais... Ah mais c'est incroyable. Avant, on me vous voyait, j'ai mais tutoyez-moi, et puis maintenant les gens me tutoient comme ça tout de suite là. Ah vas-y. Est-ce que les synéchies, ça se voit, ou est-ce qu'on voit juste le résultat qui est le myosis? Là, tu te poses des questions importantes. On voit les synéchies. Voilà. Mais bon, tu vois, ça va pas changer le cours de ta soirée. Mais on voit les synéchies, on les voit très bien. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te dédicacer une image. Je vais te dédicacer spécial synéchie pour Antonia de Brest. Et d'ailleurs, je vais te dédier aussi l'effet Tyndall. Vous allez voir, parce que l'effet Tyndall, c'est très... Il y en a qui connaissent mon explication, parce que c'est très important. Alors l'effet Tyndall, parce que là, Antonia qui me lance là-dessus. Qu'est-ce que l'effet Tyndall? Eh bien, voilà, donc je vous ai dit que normalement, dans l'humeur aqueuse, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de cellules inflammatoires. En gros, l'humeur aqueuse, il n'y a rien dedans. Alors que, en cas d'uvéite, on va avoir plein de cellules inflammatoires. D'accord, Antonia? Voilà. Donc, vous pouvez vous imaginer, pour Antonia qui vient de Brest, et pour les autres qui sont de Paris avec la Tour Eiffel, que... qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, c'est très simple. Antonia, par exemple, quand elle va se coucher le soir, en été, elle regarde le phare de Brest, n'est-ce pas? Et elle voit dans le ciel d'été, quand elle va se coucher, qu'il n'y a pas un nuage, et qu'elle a droit à une nuit claire, étoilée, n'est-ce pas? Alors que, quand elle est là, en automne, c'est quand même beaucoup plus pourri, la Bretagne, l'hiver même, on peut le dire, eh bien, elle voit plein de nuages, un ciel nuageux, brumeux, pluvieux, hein, c'est ça. Eh bien, elle va regarder dans la lumière du phare de Brest, elle va voir dans le jet de lumière qui tourne comme ça, en contraste avec l'obscurité, elle verra dans le jet de lumière du phare toute la brume et la pluie de la Bretagne s'accumuler dans cette fente de lumière. Vous voyez? Et bien c'est ça, l'effet Tyndall. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le jet de lumière, on voit les petites pluies de cellules inflammatoires, alors que en cas de chambre antérieure calme, sans uvéite, on a comme une nuit claire d'été. Voilà Antonia, c'était pour toi. Et c'est l'effet Tyndall. Hein. Mais ça, c'est à Toulouse. Dans ce dernier cas, quel bilan complémentaire minimum d'investigation demandez-vous et justifiez ces examens? Chut, mon ami. Quels sont donc les examens complémentaires à demander en cas d'uvéite? Eh bien, c'est très bien codifié. Retenez-les. On demande une NFS-VSCRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique, quand on cherche une étiologie générale inflammatoire. TPHA-VDRL systématique,
à la recherche d'une syphilis. Parce que la syphilis, ça peut tout donner dans l'œil. Ça peut vraiment tout donner, tous les types d'uvéites possibles. Et c'est en recrudescence. Et je peux vous assurer que par expérience personnelle, on a fait des diagnostics de syphilis chez des gens, même chez des Bretons, qu'on n'aurait jamais suspecté. C'est pour vous dire que le syphilis, systématique. Il y a même un jour un type qui arrive et il me dit qu'il était un ami de l'agrégé du service. Et je dis, je vais vous l'appeler. Il dit, non, l'appelez pas. Je dis, bon, ok, d'accord. Hop, une uvéite. Je dis, bon, ok, normal. Et le type revient, syphilis positive. Eh bien, j'espère qu'il n'était pas sous colleur avec l'agrégé. Parce que j'aurais les plus grandes craintes. Donc, vraiment, pour dire, n'importe qui peut avoir la syphilis aujourd'hui. Radiothorax IDR pour rechercher une sarcoïdose et une tuberculose. Sérologie toxoplasmose Lyme. Et toujours pour la sarcoïdose, l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et pour les spondylarthrites ankylosantes, recherche du HLA B27. Est-ce que c'est clair? Voilà. À l'interrogatoire, ce jeune homme vous décrit des douleurs fessières à bascule depuis l'adolescence et se plaint de douleurs lombaires nocturnes. Alors, entre parenthèses, je vous dis ça entre nous, mais ce dossier n'est pas encore tombé. Et je le sens, mais super bien, en 2009. Et c'est ce que je disais pour la norbe et la rétinopathie diabétique et le glaucome chronique les années précédentes. Mais celui-là, je le sens particulièrement bien et je n'ai absolument aucune fuite. Voilà. Simplement, je vous dis que ce dossier peut vraiment tomber. Et j'espère que s'il tombe, vous aurez plus de reconnaissance. Alors, il fallait dire bien sûr une spondylarthrite. Une spondylarthrite ankylosante, mais ça ne suffit pas. Parce que ça, n'importe qui peut le dire. Mais, Non, mais quand je parle, j'aime bien qu'on m'écoute. Sinon, je ne donnerai pas des cours. Enfin, ça, je parle tout seul chez moi, le vidéoprojecteur, je le mets dans mon salon, c'est bien. Alors, spondylarthrite ankylosante, axiale, il faut rajouter axiale, parce qu'il y a des formes périphériques et des formes axiales. Là, il faut montrer que vous voulez aller plus loin. Comme Alexandra et Déborah, vous voulez aller plus loin, vous allez tout dire. C'est une forme axiale et empoussée. Là, vous êtes sûr d'avoir tous les points. Toujours essayer d'aller plus loin, le maximum, les étoiles, d'accord? Vous connaissez ça? Maximum, les étoiles dans le ciel. Bon. Alors, le bilan biologique qu'on va demander, NFS-CRP, on peut avoir un syndrome inflammatoire modéré, que dans 20% des cas absents, et HLA-B27 qui est positif dans plus de 90% des cas. Le bilan radiologique, alors ça a un petit peu changé, je sais depuis l'arrivée de l'IRM, mais moi je suis un peu old school. Vous le verrez certainement mieux avec votre conférencier de rhumatologie. On peut vous demander un bassin de face, des sacro-iliaques de face, avec la classification. Je ne sais pas si elle est old school ou pas. Hein? Comment c'est aujourd'hui? Il y a toujours ça, sacro-ilite et tout ça? Il y a toujours, d'accord. Déminéralisation, pseudo-élargissement ankylose, le rachis dorso-lombaire à la recherche de syndesmophie, de spondylite de Romanus, la radio de thorax, la radio des pieds de face à la recherche d'une épine calcanéenne, et un scanner des sacro-iliaques en deuxième intention, si anomalie à la radio. Alors, est-ce qu'on fait l'IRM en première intention? Non. Voilà, très bien. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Quelles sont les différentes évolutions possibles de cette maladie? Alors, c'est comme toutes les maladies, il y a plusieurs évolutions possibles. Soit on a des poussées entrecoupées de rémission. Chut. Pourquoi tu regardes tes mains, là? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu regardais si c'est une spondylarthrite? Mais non. C'est les doigts en boudin, non? C'est ça? C'est pas ça? Non, c'est pas ça, je sais plus. Ah bon. Alors, poussée entrecoupée de rémission. On peut avoir une aggravation progressive avec une ankylose, un enraidissement, une syphose dorsale. Alors, syphose dorsale, c'est un excellent signe. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive comme ça en consulte d'ophtalmo pour un œil rouge et douloureux, vous pouvez quasiment faire le diagnostic dans la salle d'attente. Vraiment, c'est très chic. Vous avez une uvite antérieure sur une spondylarthrite ankylosante. Quasiment sûr. Excellent diagnostic, bravo. Alors, on peut avoir des complications d'autres organes, comme neurologiques, la fracture du rachis, la luxation antérieure de l'atlas, la fameuse luxation antérieure de l'atlas, le syndrome de la queue de cheval par épidurite, compression médulaire, insuffisance respiratoire, vous savez, à la cage thoracique, qui a du syndrome restrictif, cardiovasculaire, une insuffisance aortique, des blocs auriculo-ventriculaires. Chut, mais c'est passionnant, ça. C'est la médecine interne, si vous aimez ça d'habitude. Rénal, amylose, IgA, et surtout, at last but not least,
iatrogène. Souvent, on oublie ça. C'est qu'on pense à la luxation antérieure de l'atlas, on est content, on l'a mis, mais on a oublié les complications iatrogènes à cause des traitements AINS. Vous êtes d'accord? C'est chic. Hein? J'aime bien quand il y en a une, en plus elle a l'intermémo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc en effet, tu es d'accord que iatrogène, c'est des complications qui ne sont pas négligeables et qui rapportent énormément de points pour montrer que tu es transversal, que tu as considéré le patient dans toute sa globalité, dans toute sa dimension humaine, et que tu as dit c'est aussi un patient qui se traite par AINS, et donc il a les complications des AINS avec les céphalées, les ulcères hémorragiques, l'aïeul, les urticaires, les complications cutanées, les complications rénales avec les insuffisances rénales fonctionnelles, les hyperkaliémies, les œdèmes des membres inférieurs, les agranulocytoses. Qu'est-ce qui donne une agranulocytose typiquement? Vite, tout de suite. Quoi? C'est pas possible ça. Les phénylbutazone. Ça vous dit rien ça? Ne vous dites pas que ça n'existe plus là. Non. Donc c'est un AINS très connu pour entraîner, des agranulocytoses, interactions médicamenteuses, etc. Chez les femmes enceintes sous AINS, fermeture prématurée du canal artériel. Enfin ça c'est les tiroirs classiques des complications des AINS. Et vous imaginez, à partir d'un œil rouge douloureux, on arrive à tout déballer, on fait la rhumato, on fait les AINS, vous avez vu? C'est très transversal. Et en plus, pour terminer, on va faire une question de prescription de kiné. Vous voyez, vraiment, on peut aller vraiment très très loin dans la transversalité, dans les dossiers chiants. C'est pourquoi je vous dis que typiquement, c'est un dossier qui peut vraiment tomber. Et si je vous le dis, c'est mon instinct qui le pense. Quel traitement pouvez-vous lui proposer? Un traitement symptomatique local ophtalmologique, les corticoïdes en collyre, avec décroissance progressive. Le traitement symptomatique général, AINS, indométacine, indocide en première intention, puis en deuxième intention la phénylbutazone. C'est pour ça que je vous dis surveiller la NFS pour les agranulocytoses. Les anti-TNF, il faut en parler aujourd'hui. Donc infliximab, Remicade. Après les critères, vous devez les connaître. Atteinte axiale résistante à 2 AINS, gène évalué à supérieur à 40, douleur inflammatoire, syndrome inflammatoire biologique. Le traitement de fond, le méthotrexate proposé dans les formes périphériques. Et le traitement physique, c'est là où je vous dis, voilà, il va falloir connaître ce volet par cœur. C'est la gymnastique, la rééducation, la kiné respiratoire, le travail en souplesse, l'autoposture, l'auto-étirement, la position du chat, dormir sur un plan dur, lutter contre la syphose et l'ankylose. Tout ça, ça peut rapporter énormément de points. Et j'imagine même une question entièrement dédiée au traitement physique de la spondylite ankylosante. Donc je dis ça pour vous, hein. Moi je m'en fous, mais je serais vous, je la travaillerais bien avec des bons mots-clés et un bon volet. Et en plus, il y a un volet socio-psy avec l'adaptation du poste de travail, le reclassement professionnel, la prise en charge à 100% et le soutien psychologique. Fabien, je te sens soucieux. Non, je t'écoute. Ah non, Fabien est au téléphone. Ah bah oui. Ah bah voilà. Ah bah c'est incroyable ça. Je vais le dire. Conf plus, Fabien il est au téléphone. Voilà, bon. Des questions ou pas? Est-ce que vous voulez plus d'images? Oui. Ah merci. Ah formidable.